Bonjour et bienvenue à tous pour 30 minutes. Durant ces 30 minutes, on va parler de serverless et de production. Le titre le laisse penser, on ne fera pas un 101, une introduction à serverless, on les a déjà fait les années précédentes. Avec Maxime, on va vous présenter, ou essayer en tout cas de vous exprimer quelques conseils pour partir en production, quelques erreurs qu'on a faites et qu'à éviter. Tout ça, c'est sur Amazon. Donc l'expérience qu'on a avec Maxime, c'est sur Amazon, mais je suis sûr que vous allez pouvoir avoir des patterns que vous pouvez caler sur d'autres providers de cloud. Alors je me présente, je m'appelle Jérémy Pinsol, je travaille chez Xebia depuis 5 ans, donc maintenant c'est Publicis Sapient. Pour faire simple, je suis un développeur back qui aime beaucoup le cloud. Et donc bonjour à tous, moi c'est Maxime Pichou, je suis consultant back et cloud donc chez Xebia Publicis Sapient et j'ai été récemment certifié. Alors le programme, en 30 minutes, on a dû faire des choix. Donc on parlera de cycle de vie lambda, d'orchestration, d'événements, de mise à l'échelle, de configuration, d'environnement et de test. Ça c'est le programme pour là. On ne parlera pas de ça. Si vous voulez nous en parler, questions-réponses, ou venez nous voir après, on répondra avec grand plaisir. Donc sans plus attendre, Maxime, c'est à toi. Donc je me permets de commencer donc, par le call start. Donc le call start c'est intimement lié au cycle de vie d'une lambda. Donc le cycle de vie, c'est partagé en 4 étapes. Donc on a la première étape qui va être de télécharger le code. Donc ça va consister à télécharger le code de votre lambda pour que AWS puisse l'utiliser. Puis ensuite, donc, on va avoir donc, le démarrage du conteneur pour avoir donc, un environnement d'exécution. Et ensuite vient le lancement du runtime, donc qui va permettre d'initialiser votre lambda. C'est ce qui va permettre d'exécuter une seule fois l'initialisation. Et ensuite vient donc l'exécution de la fonction elle-même. Donc tout ça, en fait, on peut l'optimiser, on peut réduire le fameux call start des 3 premières étapes. Donc il y a plusieurs manières de faire. Le premier, donc, ce serait donc, de diminuer la taille du code. Pour avoir un téléchargement qui soit plus rapide. Comment faire? On a plusieurs moyens. Le premier, c'est d'utiliser le moins de dépendances possible ou de maîtriser les dépendances qu'on utilise afin que ça soit des bibliothèques pas trop grosses. Le deuxième point, c'est l'augmentation de la taille mémoire. Plus on augmente la mémoire, plus le démarrage du conteneur va être rapide parce qu'il a forcément plus de ressources. Et ensuite, on a éviter les frameworks lourds. On voit bien que utiliser du Spring Boot, par exemple, c'est pas le bon pattern à utiliser. On peut plus privilégier, par exemple, du Micronaut ou du Quarkus. Vous avez eu des talks en début d'après-midi sur ça, justement. Si on se concentre sur un graphique, donc le graphique du temps moyen des call start en fonction de la taille mémoire donc des lambda, on voit que Java est quand même bon dernier. Ça évolue en fonction de la taille mémoire des lambda, mais c'est toujours le dernier. Je vous ai un peu menti, mais le temps moyen des call start pour les langages interprétés n'évolue pas tant que ça en fonction de la taille mémoire. On voit justement pour Node, c'est très lent. On voit 217, 190, 191, ça évolue que très peu. Je vous parle de call start depuis le début, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est pas quelque chose qu'il faut voir, qu'il faut absolument optimiser, qu'il faut absolument réduire au maximum. Si vous êtes dans des systèmes où il y a par exemple très peu d'interaction avec l'utilisateur, il n'y a pas besoin d'avoir un call start optimisé. Que ça mette 1 seconde ou 3 secondes, ce sera très minime en termes d'impact. Pareil, si vous êtes dans mon cas, moi je suis dans une mission où justement je suis chez un client qui gère les transports en commun et tous les matins, il va y avoir tous les utilisateurs qui vont regarder leur application pour regarder le temps de trajet le plus adapté, tous les soirs pareil pour rentrer chez eux. Et la nuit, forcément, il y a très peu de trafic. Donc on a un trafic qui est assez en dents de scie, et donc avoir un call start ne va pas impacter énormément. En fait, ça va être seulement 1% des utilisateurs qui vont être impactés par ce call start. Et tout le reste, ils vont quasiment rien voir, puisque à chaque fois qu'une lambda est créée, on va pouvoir être réutilisé. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'impacter les utilisateurs juste avec des call start. Je vous parle de lambda, il y a beaucoup plus de services serverless qu'on peut utiliser, qu'on peut combiner ensemble. Jérémy, comment tu fais toi pour orchestrer tout ça?
Merci. Alors justement, il ne faut pas croire que serverless c'est que lambda. Alors, tout le monde parle de lambda, mais serverless c'est du stockage. Ça va être du S3 par exemple. Serverless c'est du SQS, donc du messaging, c'est du streaming, du Kinesis, plein de choses comme ça. Et dans la vraie vie, une application, elle n'utilise pas que des lambda ou que du S3. Dans la vraie vie, une application, elle utilise plein de services. Elle combine tous ces services. La question, c'est comment combiner tous ces services. Une première approche que j'ai utilisée et que j'utilise encore, c'est chaîner des services. Donc là, ceux qui reconnaissent les logos Amazon, bah déjà ils sont forts, parce qu'ils sont un peu invisibles. Vous avez une lambda qui est branchée sur un SQS, qui va lancer un crawler glue. Ce crawler glue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer un event dans CloudWatch Event, qui va être catché par une lambda, qui va lancer une lambda, qui va être dans SQS. Et on pourrait continuer la chaîne encore avec du S3 et autres. Donc ça marche. Je l'ai fait, je le fais encore, ça marche. Par contre, c'est assez difficile à débugger. Par exemple, moi le matin, quand j'ai ma chaîne de production, quand je dois checker que tout est bon, ben, je ne sais pas où ça en est vraiment. Quel lambda doit tourner? Pourquoi ça n'a pas tourné? Est-ce que c'est parce que l'event n'a pas été envoyé? Est-ce qu'il a mal été rattrapé? Est-ce que c'est un problème de permission? Donc c'est assez compliqué. Donc moi maintenant, en fait, pour orchestrer des services serverless, j'utilise, peut-être à tort ou à travers, Step Function. Step Function, c'est quoi? C'est une entrée, c'est une sortie. Et au milieu, ici, c'est un graphe, c'est une machine à état de services serverless. Ces services serverless, vous avez du Lambda, du DynamoDB, du Fargate, du SageMaker, ils sont tous là. Et à chaque étape, vous pouvez mettre également des boucles, des waiters et des conditions. Là, visuellement, quand on arrive, par exemple, on voit clairement que ça a réussi et que ça a loupé. Et quand on clique sur chaque étape, on a l'input, donc l'entrée, la sortie et l'erreur potentielle. Donc maintenant, moi clairement, je vous conseille de regarder le service Step Function plutôt que de faire des chaînes de traitement comme au-dessus. Ça me permet de débugger pas mal quand j'arrive le matin. Donc si on se concentre maintenant sur la gestion des événements. Donc voici les différentes possibilités d'invoquer une lambda. Donc on a le synchrone push, c'est la plus classique, on utilise par exemple dans les API Gateway. Le poll base, donc à chaque fois qu'on va avoir un changement dans une table Dynamo ou dans du Kinesis, ça va invoquer la lambda. Mais moi j'aimerais me concentrer sur le troisième, c'est les événements, tout ce qui va être asynchrone. Donc on va avoir par exemple du S3 qui à chaque fois va envoyer un événement dans une file interne pour justement invoquer notre fameuse lambda. Et si on regarde un peu plus en détail, donc on voit qu'on va avoir, dans la file interne, on va avoir la conservation du message qui peut durer jusqu'à 6 heures. Ce qui veut dire en gros que à chaque fois, si jamais la lambda ne peut pas traiter le message, ça va rester dans la file jusqu'à 6 heures. Pareil, la lambda, il va y avoir plusieurs tentatives. À chaque fois que justement la lambda n'arrive pas à traiter, qu'il y a des problèmes dessus, Amazon va automatiquement faire jusqu'à 2 nouvelles tentatives pour être sûr que ça fonctionne ou pas. Et en cas d'échec, on peut tout à fait configurer ce qu'on appelle une dead letter queue qui va permettre d'envoyer tous les événements donc, dans une file SQS, et on va pouvoir donc être notifié des échecs ou avoir carrément un traitement alternatif. Alors, le problème de ça, c'est qu'il y a pratiquement rien de configurable. La conservation, c'est forcément 6 heures. On ne peut pas empêcher les nouvelles tentatives. Et pareil, il n'y a aucun moyen d'analyser les échecs de la lambda, voire la stack trace, autrement que dans les logs. Mais ça, c'est avant. Parce que depuis hier, Amazon a développé donc, des nouvelles fonctionnalités justement pour tout ce qui est développement, tout ce qui est invocation asynchrone. Et tout ce qui est en rouge, c'est les nouvelles fonctionnalités. Donc on a la conservation du message qui est maintenant configurable de 1 minute à 6 heures. On peut ou pas tenter des nouvelles invocations en cas d'échec. Et la grosse nouvelle fonctionnalité, ce sont ce que Amazon appelle les destinations. C'est au succès ou à l'échec d'une lambda, on peut envoyer tout le request, tout ce qui a été exécuté pour la lambda, donc c'est-à-dire le payload d'entrée et ce que la lambda a recraché à la fin. On peut l'envoyer donc dans des lambdas, dans du SQS, dans du SNS, dans des event bridge, et on peut donc configurer avec ce qui est à côté, le destination config. Donc ça veut dire qu'on passe de rien de configurable à quasiment tout. On peut même donc utiliser en même temps les dead letter queue et les destinations, c'est configurable en même temps.
Et on voit donc qu'on va avoir dans le response payload donc la stack trace. Donc voilà, vous avez maintenant une nouvelle exécution, une nouvelle façon de faire pour justement utiliser les lambdas de façon asynchrone. Parlons à présent de scaling. Il y a deux types de scaling. Le scaling vertical, qui consiste à rajouter des ressources, donc plus de CPU, plus de mémoire, plus de réseau, et le scaling horizontal, qui consiste justement à dupliquer les ressources. Alors parlons du scaling vertical. Alors quiconque a déjà déployé une lambda a déjà vu dans la console, la seule façon de scaler verticalement une lambda, c'est mettre de la mémoire, plus de mémoire. Plus on met de mémoire, plus on a de CPU alloués. Ça, c'est la seule chose qu'on sait. On sait également qu'à partir de 1,8 Go de mémoire, on a 2 corps de CPU. Moi, ce que je voudrais tenir à vous dire, c'est ne tirez pas à l'économie sur la mémoire. Parce que moi, je l'ai fait, ça m'a posé des problèmes. Je vais vous citer 2 exemples. Ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez une application qui permet de scanner vos badges quand on vous les donne. Cette application, elle est développée API Gateway Lambda. C'est du Node.js et j'utilisais Webpack pour générer tout ça. Donc ça faisait un gros fichier JS. Petite API, ça n'a pas beaucoup d'appels à la minute ou même à la seconde. 128 mégas de mémoire. Call start de 2 secondes parce qu'il fallait charger quelques frameworks. Et des fois, de temps en temps, j'avais 30 secondes de call start. Je n'ai jamais su pourquoi. J'ai levé un ticket à Amazon et la seule chose qu'ils m'ont dit, essayez de mettre plus de mémoire. Ça a marché. J'ai call start normal. Donc là, en voulant être radin sur la mémoire, ça m'a coûté cher en temps de debug. J'ai passé mes soirées à débugger. Autre cas que j'ai eu en mission actuellement, c'est qu'on a un processus, donc une lambda, qui synchronise 2 Hive Metastore, donc le catalogue lu. Donc à droite, enfin c'est à droite pour vous, c'est à gauche. Du coup, à gauche pour vous, ça fait plein de requêtes HTTP. À droite aussi, ça fait la différence, et après ça synchronise tous les catalogues, ajout, update, suppression. Alors ça marche très bien, ça dure 5 minutes. Et un jour, en fait, justement, quand le morning check, on dit tiens, il y a eu un timeout. Magique, on augmente de 5 minutes à 15 minutes, ça part toujours en timeout. On exécute sur le poste, ça marche très très bien, 5 minutes. On a eu l'idée d'augmenter la mémoire à 1 giga et plus jamais de timeout. La lambda, elle partait pas en erreur, elle était juste frisée. Le processus était frisé. Donc tout ça pour vous dire justement, les lambda, c'est pas que 128 mégas de mémoire, c'est peut-être aussi plus. Ça va vous sauver des heures de debug. Maintenant, je voudrais aborder les bases données. On parle de scaling. Donc, quiconque a besoin d'une base données serverless sur Amazon, il pense à DynamoDB. Parce que DynamoDB, Amazon le vend à tort et à travers. Parce que des fois, ce n'est pas forcément utilisable pour vous. Vous avez un modèle très relationnel, DynamoDB, ça ne va pas convenir. Vous avez besoin de fortes contraintes d'intégrité, pareil. Donc, vous avez besoin de base relationnelle. Base relationnelle serverless, c'est Aurora Serverless chez Amazon, compatible MySQL et Postgre. Quiconque a déjà travaillé justement avec une base de données relationnelle, c'est que pour envoyer une requête à cette base de données, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une connexion à la base de données. Il faut l'ouvrir, il faut envoyer son ou ses statements et il faut fermer la connexion. Ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on est passé par des pools de connexions. Les fameux, ça permet justement de mutualiser toutes les connexions ouvertes. On a une requête qui arrive, elle prend une connexion qui est déjà ouverte, elle s'exécute, elle la relâche. Mais ça marche très bien dans le cas de serveurs d'applications JBoss ou autres qui tournent des jours et des mois entiers. Quand on a des lambda, en fait, chaque lambda va avoir sa connexion. On peut peut-être la mettre hors du handler pour la réutiliser, mais elle va être là, cette connexion. Et une connexion, il faut savoir qu'une connexion, ça coûte des ressources sur le SGBD derrière. Ça coûte des ressources en CPU et en mémoire. Donc là, on se rend compte qu'il y a un problème. Parce que le SGBD, en fait, il scale très bien verticalement. On pourra mettre plus de ressources. Bon, vous pouvez mettre des read réplicas, mais quand vous avez justement besoin d'écriture, votre master, vous êtes obligé de le scaler verticalement. Et lambda, c'est scalabilité horizontale. Alors, je l'ai fait. Sur un malentendu, ça a marché, mais on sent bien que ce n'est pas le pattern. C'est pour ça, justement, que je vous conseille de regarder la data API d'Amazon. La data API, c'est quoi? C'est dans votre code, vous interagissez avec la base de données à travers du HTTP. Et ça retourne du JSON. Ça veut dire qu'Amazon, en interne, il gère un pool de connexion pour vous, c'est caché, et vous, dans votre processus, lambda ou autre, peu importe, vous interagissez avec base de données en HTTP. Ce qui nous donne, par exemple, alors c'est disponible en Boto, en Java maintenant, en Node.js, j'ai pris la clé Amazon, donc vous pouvez, si vous le voulez, démarrer une transaction. Donc là, j'ai fait un begin transaction. Si vous démarrez une transaction, forcément, vous allez avoir un identifiant de transaction. Cet identifiant de transaction, vous allez bien sûr le passer dans execute statement.
Il est là, transaction ID. Donc, dans mon execute statement, je vais passer select it role from my table. Je précise l'ARN, la première ligne, et mon secret. Je n'ai pas de secret qui se balade en dur dans mon appel. Je référence juste un ARN à Secret Manager. Et bien sûr, après, comme j'ai une transaction, je peux soit commit, soit rollback. Donc, avec la Data API, Amazon, justement, il a résolu tous les problèmes de scalabilité différentes entre les lambdas horizontales et bases de données qui scalent pas horizontalement. Donc, avec ça, vous pouvez appeler votre base de données et ça fonctionne très bien. Vous n'avez plus de problème de pool de connexion, de surcharge de la base de données. Donc, la gestion des configurations et des secrets. Donc, dans le monde du serverless. Donc, la configuration détermine le comportement de l'application. Vous avez déjà tous développé une toggle feature qui permet donc d'activer ou désactiver une fonctionnalité. Vous avez fait votre application en fonction d'environnement, que ce soit en production ou pour le dev. Vous avez fait en sorte d'utiliser des ressources comme des bases de données, d'avoir le login password pour se connecter à cette même base, et vous avez même des URL de connexion, donc avec par exemple la clé d'API. Donc tout ça, on va voir comment le stocker dans le monde du serverless. Vous l'avez peut-être déjà fait en dehors, par exemple en le stockant dans du Git, j'espère pas. Vous avez peut-être mis dans des fichiers S3 ou dans du Vault aussi, ça peut marcher. Et on va voir donc au cours des prochains slides comment faire pour le stocker de la façon la plus simple à la plus riche et qui va être aussi un peu plus complexe forcément. Donc la première méthode, c'est les variables d'environnement dans le service lambda. Donc c'est très simple, c'est lambda qui propose ce service. On a des variables d'environnement, on stocke donc toutes les configurations, on peut même les chiffrer. Ça marche très bien au début pour Poké ou pour des petites lambdas, c'est parfait. Mais ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on va avoir le développeur qui va par exemple connaître le mot de passe de la base de données. Et quand on est dans des grosses entreprises où il y a beaucoup de services, comme par exemple le service où il y a les ops qui gèrent la base de données, et on a un autre service qui utilise cette base, bah, il y a un problème de responsabilité. Il ne faut pas que le développeur puisse connaître le mot de passe. Le deuxième problème, c'est que ce n'est pas du tout scalable. Si jamais on doit modifier le mot de passe de la base de données, justement, eh ben, on va devoir impacter toutes les lambdas, dire à chaque service qui utilise justement ce mot de passe, bah, de dire voilà, ça a changé, il faut le modifier maintenant, fais-le le plus tôt possible. Donc on sent que ça ne marche pas pour la production. C'est là où intervient SSM. Donc SSM, c'est pour Simple System Manager. Donc c'est un système de clé-valeur hiérarchique qui permet donc de stocker toutes vos configurations, tous vos paramètres au moyen, donc on peut voir par exemple /parameter /app /API key, et on va pouvoir stocker donc configuration, mais aussi vos secrets en les chiffrant avec du KMS, et on peut mettre du IAM, c'est-à-dire on va pouvoir gérer les droits sur ces paramètres pour autoriser à les lire ou à écrire, à les modifier, etc. Et comment ça se passe? Ça va être directement dans votre lambda, les variables d'environnement, il y aura juste cette clé, et ça va faire référence à la clé qu'il y a dans SSM. Donc ça c'est bien, mais on peut aller encore plus loin en utilisant justement Secret Manager qui va être justement dédié à la gestion des secrets. Le gros avantage de Secret Manager, c'est la rotation. La rotation des secrets, ça va permettre que ce mot de passe de base de données, il puisse changer automatiquement, par exemple tous les 30 jours, comme on voit à côté. Tous les 30 jours, il va être changé avec au moyen d'une lambda qui va appeler le service de base de données et le changer. C'est directement intégré donc, avec toutes les bases de données AWS, que ce soit donc, du Redshift, du RDS et du document DB. Et si jamais vous voulez, par exemple, changer votre clé API, admettons, eh ben, vous pouvez aussi créer une lambda, vous mettez le code vous-même, et ça va appeler cette lambda pour changer tous les 30 jours ce fameux mot de passe. Alors après, je vous laisse juger si c'est cher ou non. Ça coûte 40 centimes par secret par mois que vous stockez. Donc voilà, ça permet de voir toutes les possibilités de stocker vos secrets, donc du plus simple au plus riche. Parlons maintenant des environnements. Donc, les environnements, c'est une question qu'on me pose à chaque fois sur chaque projet. Donc, environnement, je parle d'environnement de développement, de recettes, du AT, de production. La question qui revient souvent, c'est est-ce que je fais un compte Amazon pour chaque environnement ou un compte Amazon pour tout? Bon, je vais de suite tuer le débat. Ma vision, c'est un compte Amazon par environnement. Comme ça, vous isolez tout ça, ça va bien marcher. Dans l'environnement de dev,
dans le compte Amazon de dev, pardon, vous avez potentiellement plusieurs environnements. Vous avez peut-être plusieurs développeurs, donc vous avez que chaque développeur ait son environnement. Donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, comment gérer un compte Amazon avec plusieurs environnements dedans. Alors la chose que moi je fais toujours maintenant, c'est que je préfixe toutes mes ressources par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'environnement. Ça peut donner prod, UAT, ce que vous voulez. Et après, je mets ma ressource. Donc en vrai de vrai, ça nous donne par exemple PRD ma lambda, pour production de ma lambda, dev ma lambda, JPI ma lambda. JPI, c'est moi, Jérémy Pinsol. Donc ça veut dire que moi, en tant que Jérémy Pinsol, je peux avoir ma lambda sans écraser celle de Maxime. Donc vraiment, ça c'est un petit conseil, c'est déployer avec un préfixe qui va vous permettre d'isoler. Parce que demain, vous ne savez pas, vous êtes dans un environnement de démo. Alors, comment déployer justement en développement? Donc, basiquement, vous avez une CI/CD qui va vous déployer votre stack serverless. La stack serverless est important, on va voir du API Gateway, du SQS, des step functions, des règles, des lambda, des S3. Donc ça, vous pouvez le déployer, c'est très facile. Vous pouvez le déployer n fois. N fois étant le nombre de développeurs, n fois étant le nombre de feature branches, ou même une combinaison de tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Et ça, vous pouvez le déployer n fois, ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent. Parce que cette stack serverless, elle va être payée, enfin vous allez la payer à l'utilisation. Et en dev, vous n'avez pas beaucoup de volumétrie. Bon, ça, c'est le cadre idéal. Parce que dans la vraie vie, en vrai de vrai, ma stack serverless, elle interagit avec plein de services qui ne sont pas serverless. J'ai un Elasticcache pour gérer du cache. J'ai besoin de moteur de recherche, donc je vais mettre un Elasticsearch. J'ai CloudFront, c'est certes serverless, CloudFront, mais ça met 45 minutes à se créer un CloudFront. Donc attendre 45 minutes pour déployer ma feature branche, personnellement, c'est beaucoup. Pareil, Elasticsearch, Elasticcache, ça met du temps. Et en plus, Elasticsearch et Elasticcache, ils ne sont pas serverless. Donc ça veut dire que vous allez potentiellement payer un mois parce que quelqu'un a oublié de tuer et vous allez payer n fois. Donc plutôt que de déployer ça n fois, déployez une seule fois. Créez une infra partagée de tous ces services que vous voulez mutualiser. Alors bien sûr, il faut avoir une hygiène de développement de programmation. Parce que toutes les clés Elasticcache, il faut également qu'elles soient préfixées ou qu'elles contiennent le nom de l'environnement. Pareil pour les index Elasticsearch. Donc avec cette technique, vous pouvez déployer n fois les environnements serverless qui vous coûteront quasiment rien et déployer juste une fois vos environnements qui sont lourds et pour gagner du temps. Tester son application serverless. Donc, on va voir donc la pyramide, la fameuse pyramide des tests, avec une très belle pyramide inversée. Donc on a les tests unitaires, donc il n'y a pas vraiment d'impact avec le serverless, on code de la même façon, ça va être les mêmes tests, c'est tout pareil. En revanche, avec les tests d'intégration, eh ben, on a des outils qui permettent justement, comme Moto ou AWS SAM, Local Stack, qui permettent donc de simuler, de moquer certains services pour justement simplifier l'intégration. Mais moi, je vais mettre mon point d'attention sur les tests end-to-end, parce qu'on les oublie trop souvent, et ces tests, ils sont indispensables. Vous ne pourrez jamais, seulement avec des tests unitaires ou des tests d'intégration, être sûr à 100% que votre application serverless fonctionne. Vous aurez toujours des problèmes comme des security groups qui sont mal configurés, des rôles IAM que vous avez oublié d'ajouter. Tout ce genre de choses, vous ne pouvez pas le voir avec les tests d'intégration et les tests unitaires. Et justement, avec ce que Jérémy vient de parler, on peut l'utiliser sur les environnements de développement. On peut très bien créer un environnement juste pour lancer les tests end-to-end. Avec ça, on pourra donc être sûr que tout ce que vous allez mettre en production, vous l'aurez déjà testé dans votre environnement de développement. Et on peut même aller encore plus loin, soyons fous. On peut même, par exemple, avoir un environnement de développement par test end-to-end. C'est tout à fait possible et ça ne coûtera pas forcément plus cher. Et au moins, vous serez sûr que les tests end-to-end ne contamineront pas les autres. Donc voilà, je vous conseille fortement de faire des tests end-to-end dans le serverless. Donc là, on a abordé tout le programme en ces 25 minutes. Je vois qu'il nous reste un tout petit peu de temps, donc je vais tenter la conclusion en live. Ouais. C'est la première fois que je la fais. Donc, je voudrais ajouter un petit mot de la fin. C'est avant de partir sur du serverless, déjà, posez-vous la question, est-ce que serverless, c'est fait pour vous? Ça, c'est la question. Parce que moi, je vois
je vois tant de posts, de tweets, oh, finalement, serverless, c'est pas bien, c'est ultra cher. Ouais, ça peut être cher, serverless, parce que vous payez la volumétrie. Posez-vous juste la question. Typiquement, si on met un graphe, à un moment donné, la courbe du prix de serverless et de C2, elle va s'inverser. À un moment donné, faire une architecture vous-même avec des machines qui tournent tout le temps, ça peut vous revenir moins cher. La question à vous poser, c'est est-ce que je suis prêt à payer plus cher du serverless, mais n'avoir aucune maintenance, ou est-ce que je veux payer moins cher, mais avoir plus de maintenance? Ça, c'est la question. Typiquement, j'ai deux exemples que j'ai en tête. Donc, chez un client, le premier, le client il avait une API de 12 millions d'appels par jour. 12 millions d'appels par jour, ça fait pas mal. La question, c'était, est-ce qu'on met une API Gateway lambda? Donc, il faut savoir que l'API Gateway, le pricing, donc quand vous faites du serverless, il faut connaître le pricing par cœur. API Gateway, c'est 3,50 $ le million d'appels. Fois 12 millions d'appels, en un jour, c'est 40 $. 40 $ fois 31 jours dans le mois, c'est environ 1 300 $. Est-ce que vous êtes prêt à payer 1 300 $ pour avoir les services d'une API Gateway? Authentification, cache, que vous voulez, à vous de voir. Autre exemple que j'ai, c'est là que c'est en mission actuellement, on fait de la data. La data, donc le service de data chez Amazon, c'est Glue. Serverless, j'envoie mon JobSpark, ça marche. Quand on a des micro-batchs, donc un batch qui tourne 1 minute ou 2 minutes, on a des micro-batchs qui arrivent tous les quarts d'heure et qui durent 2 minutes. Glue, ça va marcher. Il faut savoir juste que le pricing de Glue, par exemple, quand vous faites du Scala, les 10 premières minutes sont incompressibles. Vous payez la minute, mais dans tous les cas, vous payez 10 minutes. Donc votre job, il dure 2 minutes ou 10 minutes, vous allez payer 10 minutes. Donc dans le cas d'un micro-batch comme ça, eh bien, un cluster AMR, il va être moins cher. Donc voilà, donc en conclure sur ça, posez-vous juste la question, est-ce que serverless c'est fait pour vous en fonction de vos use cases et de vos patterns? Parce qu'en informatique, il n'y a jamais de solution miracle, il y a toujours des trade-offs à avoir. Donc voilà, donc on a fini. Donc si vous avez des questions, maintenant vous pouvez presque partir en production et on pourra répondre à vos questions.